Уважаеми колеги, заповядайте, настанете се удобно. Както се казва в стария арменски виц, последния да затвори вратата. Благодаря. И колкото и малко да сме, да осъзнаем, че можем да се похвалим от тук нататък пред всички, че вице-президента на Международния съюз ни е чакал 10 минути да дойдем, за да започнем тази част от семинара. Това е голямо уважение към нас. Je viens de dire que tous peuvent déjà se réclamer devant ses collègues, que le vice-président Weidwiller les attendait 10 minutes de venir pour finir l'élection d'aujourd'hui. И така, уважаеми колеги, пристъпваме към последната част от семинара за днешния ден, който беше изключително интензивен, изключително интересен и който ще бъде още по-интересен утре, когато ще се състоят дискусиите по всички тези теми, които днес засегнахме. Благодаря за вашето внимание. Да казвам, че утре ще бъде още по-интересен, но днес да дадем думата на вице-президента колегата Уидвилер, който да води последната част, която е озаглавена отговорност на публичните власти и принципът на предвидливостта. Ще бъдат наши гости, ще коментират тези общи правни принципи Силвия Уелш, която вече представих, както и колегата Оливие Самон. За съжаление, колегата Давид Шрем, който трябваше да пристигне от Израел, не е пристигнал по независещи от него и от нас причини, така че ще изслушаме гостите, които са на трибуната. Monsieur le vice-président, vous avez la parole, s'il vous plaît. Alors, on va peut-être commencer par modérer le président de séance, parce que s'il a dit que la séance de demain serait plus intéressante que celle d'aujourd'hui, c'est que les orateurs d'aujourd'hui étaient assez mauvais. Bien, ceci étant mal dit, le principe de précaution, c'est une vaste tarte à la crème actuellement. C'est un sujet qui a conduit un certain nombre de ministres français sur les bancs de la justice. De quoi s'agit-il? Avant de donner la parole à Olivier Saumon et à Sylvie Welch, qui remplace son confrère Schrem empêché au pied levé, le principe de précaution, c'est l'attitude que doit observer toute personne qui prend une décision concernant une autorité, concernant une activité dont on peut raisonnablement penser qu'elle comporte un danger grave pour la santé et la sécurité des générations actuelles ou futures ou pour l'environnement, ce qui devrait donc conduire à interdire la voiture. Donc il faut 3 éléments. Une incertitude scientifique, parce que si on a une certitude scientifique dans un sens ou dans un autre, on interdit ou on n'interdit pas. Un risque grave, irréversible peut-être, et en tout cas une action urgente pour éviter que ce risque ne se matérialise. Monsieur Olivier Saumon, tu as la parole. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Tarte à la crème, disiez-vous, mais certainement, vous me permettrez de penser que les organisateurs de ce programme ont été bien inconscients que de nous inviter à parler à 18 heures du principe de précaution. Et vous, mesdames, messieurs, chers confrères, vous êtes extrêmement courageux d'être encore là sur cette problématique. Car c'est une problématique, en effet, difficile. C'est une problématique qui est souvent mal comprise. C'est une problématique qui, juridiquement, est difficile à cerner. Jean-Jacques Huttwiller rappelait une définition, on voit que scientifiquement, c'est quand on ne sait pas faire, quand on n'a pas de certitude sur une problématique, que le principe de précaution trouve lieu à s'appliquer.
Alors le principe de précaution, c'est quoi? Ce principe de précaution dont les politiques en France disent régulièrement mais cela empêche l'innovation, etc., etc. Alors le principe de précaution, l'objectif qui est recherché, c'est d'inciter une action préventive des autorités publiques face à un risque potentiel qui est scientifiquement énoncé. Alors permettez-moi de reprendre un peu la genèse, l'historique du principe de précaution. C'est déjà une notion qui a été développée par la doctrine allemande dans les années 1970, qui parlait alors de principe de prévoyance ou de principe de souci. Et puis, vous voyez, ça remonte déjà à un bon nombre d'années. En 1992, on a vu le principe de précaution être introduit dans le traité de Maastricht et repris ensuite par la Cour de justice des communautés européennes. L'objectif de l'Union européenne, c'est promouvoir une croissance soutenable en respectant l'environnement et la protection de la santé publique. Mais à l'origine, le développement premier du principe de précaution, c'est en matière de droit de l'environnement, et c'est un principe qui va être introduit en France par une loi qui est dite la loi Barnier, du nom de son député, du 2 février 1995. Et comme ensuite la protection de l'environnement va acquérir une valeur constitutionnelle à la suite de l'annexion de la Charte de l'environnement lors de la révision constitutionnelle du 1er mars 2005, eh bien, on peut dire qu'on est là dans le bloc de constitutionnalité français. Principe de précaution, alors qu'est-ce que c'est? Eh bien, comment définir un principe de prévention? Comment définir un principe de précaution? Le principe de prévention, c'est adopter une ligne de conduite visant à prévenir la survenance d'un risque avéré, d'un risque qui est scientifiquement démontrable. Par contre, le principe de précaution, eh bien, c'est une incitation auprès des autorités publiques à agir pour prévenir la survenance d'un risque potentiel. Donc c'est un lien de causalité entre un risque potentiel et un dommage éventuel qui n'est pas nécessairement démontrable ou démontré. Alors, comment ce principe de précaution, puisque c'est quand même le sujet de notre rencontre d'aujourd'hui, comment ce principe de précaution va irriguer le domaine de la santé publique? Eh bien, c'est avant tout l'objectif de rechercher un renforcement de la sécurité sanitaire avec plus de transparence au niveau du processus de décision pour accroître la qualité des soins et structurer de manière plus optimale la veille scientifique pour identifier les signaux à risque. Alors, le principe de précaution, il va apparaître dans le domaine de la santé publique de manière très, très claire à travers plusieurs textes. Il y a tout d'abord une annexe de la loi de financement de la sécurité sociale. Vous savez, en matière législative, en France, on adore ce qu'on appelle... je suis désolé pour les traducteurs parce que c'est un peu difficile à traduire, des cavaliers parlementaires qui permettent de faire passer des annexes à des lois ou des rajouts à des lois. Alors là, c'est un annexe de la loi de financement de sécurité sociale pour 2012 qui est venu expliquer la sécurité sanitaire nécessite à la fois l'application stricte du principe de précaution, mais aussi l'affirmation indispensable du principe de responsabilité. Évidemment, le principe de précaution n'est là ni pour renforcer, ni pour se substituer, encore moins pour se substituer au principe de responsabilité. Et puis, nous le verrons, ça a été un ensemble de textes réglementaires réglementant la mise sur le marché des produits de santé ou des autres produits qui présentent un risque pour la santé, la sécurité humaine ou l'environnement, qui repose sur le principe de précaution. Aujourd'hui, on peut dire que l'ensemble du domaine de la santé est irrigué par la notion de principe de précaution.
Ce principe de précaution, comment se définit-il? Eh bien, il faut aller voir les bons professeurs de droit, tout particulièrement Madame Geneviève Vinet, qui nous dit que le principe de précaution définit l'attitude que doit observer toute personne qui prend une décision concernant une activité dont on peut raisonnablement penser qu'elle comporte un danger grave pour la santé et la sécurité des générations actuelles ou futures, ou pour l'environnement. Alors, qui sont ces autorités qui se doivent de respecter le principe de précaution? C'est tout d'abord les autorités de l'Union européenne, c'est la Commission européenne, ce sont les agences de la Commission européenne, et par exemple l'Agence européenne des médicaments, on reviendra dessus, et puis bien évidemment, ce sont les autorités nationales, administration centrale et administration décentralisée. Je verrai rapidement le principe de précaution comme un principe d'action préventive dont sont débiteurs les autorités publiques et l'affirmation d'un principe de responsabilité des autorités publiques, c'est-à-dire on verra comment la jurisprudence s'est emparée de la question du principe de précaution. Alors, voyons tout d'abord le principe de précaution, un principe d'action préventive pour les autorités publiques. 2 points, le développement de l'accès aux soins et les obligations des autorités publiques pour limiter les risques sanitaires, c'est-à-dire la mise en place d'instruments de veille et de contrôle. L'accès aux soins. L'accès aux soins, eh bien, l'État est responsable de la politique de santé. Et vous avez une loi du 9 août 2004 qui a dit la nation définit sa politique de santé selon des objectifs pluriannuels. La détermination de ces objectifs, la conception des plans, des actions et des programmes de santé mis en œuvre pour les atteindre, ainsi que l'évaluation de cette politique relève de la responsabilité de l'État. Et notamment, dans l'accès aux soins, eh bien, il y a la prévention des inégalités de santé comme priorité nationale. Ça fait partie du principe de précaution. Et bien évidemment, ce sont aussi un accès à des soins qui sont des soins de qualité. Et c'est la mise en œuvre de tout ce corpus législatif qui va se faire au nom du principe de précaution. Le principe de précaution est donc un principe d'action. Ce n'est pas un concept mou comme voudraient le faire penser un certain nombre de politiques. C'est un principe qu'il convient de s'emparer quand on est une autorité publique dans un principe d'action qui s'adresse aux décideurs publics. Ainsi, les autorités doivent veiller, par application du principe de précaution dans leur domaine d'attribution, à la mise en œuvre de procédures d'évaluation des risques et à l'adoption de mesures provisoires et proportionnées afin de parer à la réalisation du dommage. Quelques exemples récents en France. On a eu, puis il n'y a pas qu'en France, il y a eu la question de la vache folle, il y a eu aussi la question de la grippe H1N1 qui a bouleversé la France entière pour pas grand-chose. Je crois qu'on a encore des stocks de vaccins sur le H1N1 qui doivent être périmés aujourd'hui. Mais au nom du principe de précaution, nous avons vu la ministre de la Santé, Mme Roselyne Bachelot, à l'époque, prendre vivement peur. Et donc, à travers ce principe de précaution, eh bien, les autorités publiques vont devoir veiller, vont avoir une véritable responsabilité dans les autorisations de produits, les retraits de produits du marché et évidemment d'en encadrer l'usage. Donc on a des mesures de contrôle a priori, c'est par exemple l'autorisation de mise sur le marché d'un produit, et puis ce sont des mesures de contrôle a posteriori, c'est toute la pharmacovigilance sur les produits de santé. Je vais voir rapidement chacun de ces 2 points. Alors, les mesures de contrôle a priori, c'est simple. C'est simple et très compliqué à la fois. C'est les autorisations de mise sur le marché. Alors aujourd'hui,
En France, les médicaments sont principalement autorisés par l'Agence européenne du médicament dans ce qu'on appelle une procédure centralisée, dans laquelle est évalués les bénéfices et les risques liés à l'utilisation des produits. Ensuite, cette procédure centralisée fait que les différentes agences dans les États membres vont autoriser le médicament, vont autoriser la commercialisation et la dispensation du médicament, et elles sont responsables du retrait de tout produit qui viendrait à présenter un risque, même si ce risque n'était pas avéré. Mesures de contrôle a priori, mesures de contrôle a posteriori. C'est la mise en place de procédures à la fois de pharmacovigilance, donc ça c'est pour les médicaments, d'hémovigilance pour la collecte du sang, de biovigilance pour tous les autres produits autres que les médicaments, et la matériovigilance qui concerne la question des dispositifs médicaux. Alors, qu'est-ce qu'on va contrôler? Eh bien, ce sont à la fois les agences qui vont contrôler, mais l'agence ne contrôle pas un produit, ne retire pas un produit sans que cela se fasse sous le contrôle du juge, et en l'occurrence du juge administratif. Et le juge administratif va avoir un contrôle, mais un contrôle qui reste relativement restreint. C'est-à-dire que le juge administratif va considérer qu'il convient de laisser une marge d'appréciation aux administrations lorsqu'elles sont confrontées à un contexte d'incertitude scientifique. Ainsi, les preuves scientifiques qui sont réunies par l'administration ne dictent pas toujours une solution toute faite, et les juridictions, dans la jurisprudence, on le voit, sont souvent mal armées pour se prononcer sur le fond face au caractère scientifique et technique des controverses des experts. Donc, on vérifiera au titre du principe de précaution quel risque est admissible pour la santé publique. Voilà donc le principe de précaution en lui-même et comment il est appréhendé par les autorités publiques. Et si vous le voulez bien, on va voir rapidement le principe de précaution comme un principe de responsabilité des autorités publiques pour assurer l'effectivité du principe de précaution. On verra tout d'abord les tâtonnements de la jurisprudence dans la mise en œuvre de la responsabilité des autorités publiques et le relais de la solidarité nationale. Alors, les responsabilités qui sont envisageables, eh bien, au titre de l'Union européenne, c'est inscrit dans le traité de la Communauté européenne, l'ancien article 288 qui dit « En matière de responsabilité non contractuelle, l'Union doit réparer, conformément aux principes généraux communs aux droits des États membres, les dommages causés par ces institutions ou par ces agents dans l'exercice de leurs fonctions, et notamment, et à ma connaissance, ça n'a jamais été mis en œuvre, mais il pourrait-il y avoir demain une responsabilité de l'Agence du médicament. Vous savez, on en a parlé ce matin, je vous en ai parlé sur la question de la responsabilité pénale des personnes morales. L'Agence française du médicament, l'ANSM, a fait l'objet d'une mise en examen dans le cadre du dossier du médiateur. Aujourd'hui, étant donné que dans la Communauté européenne, la plupart des autorisations de mise sur le marché sont décidées par l'Agence européenne du médicament, on peut demain imaginer qu'il y ait des mises en cause de la responsabilité de l'Agence du médicament. Et puis, vous avez la responsabilité administrative de l'État membre et des autorités sanitaires. Vous avez là quelques exemples. Un exemple qui est déjà lointain, l'affaire du Stalinon, où le Conseil d'État avait envisagé la responsabilité de l'État sous l'angle de la faute lourde et avait dit « Les fautes commises par l'inventeur du Stalinon étaient telles qu'il ne pouvait se prévaloir de fautes lourdes que l'État aurait commises en accordant sans contrôle et en ne retirant pas assez tôt
le visa du ministre à la spécialité en question et en n'assurant pas la surveillance de la fabrication. C'était déjà les prémices de la responsabilité de l'État. Et puis on a eu l'exemple de l'affaire de l'amiante, où aujourd'hui on a créé un fonds d'indemnisation qu'on appelle le FIVA. Vous avez eu la fameuse affaire du sang contaminé, qui a été un des moments, je pense, extrêmement forts dans l'appréciation de la responsabilité des autorités nationales françaises. Et puis récemment, et je vais passer très vite là-dessus, il y a eu l'affaire de l'hormone de croissance, on en a parlé ce matin, et l'affaire du médiateur, puisque ce produit a été autorisé pour un certain nombre d'indications thérapeutiques, et il a été consommé avant tout comme coupe-faim. Et il y a aujourd'hui la recherche de la responsabilité de l'État à travers l'ANSM. Je passerai sur la responsabilité pénale des autorités sanitaires. On en a parlé ce matin. Pour en venir aujourd'hui au relais de la solidarité nationale. Et là aussi, je vais être bref parce qu'on en a beaucoup parlé. Mais on voit aujourd'hui que, à travers le principe de précaution, la question de la faute, dont Sylvie Welch vous a beaucoup parlé et qui est encore évidemment très présent, la responsabilité telle qu'on la connaît avec la faute, le préjudice et le lien causal est une chose qui reste extrêmement présente. Mais cette faute, on sait bien que dans un contexte scientifique, elle est toujours difficile à démontrer, et on sait par contre qu'il y a un risque qu'il convient de gérer, un risque dont il faut indemniser les conséquences, et donc ça se passe à travers la question de la solidarité nationale et notamment de l'intervention de l'ONIAM dans des questions comme la vaccination obligatoire, la vaccination dont on parlait tout à l'heure sur la grippe H1N1, la question du VIH et du VHC, ou encore la maladie de Creutzfeldt-Jakob, ou le médiateur, le fameux banc Fluorex. Alors aujourd'hui, eh bien, le principe de précaution, c'est un principe qui va guider l'action de l'État. C'est aussi un principe qui est là pour venir indemniser un principe de risque dans la recherche scientifique, et c'est un principe dont aujourd'hui les juges s'emparent de manière extrêmement forte. Et vous me permettrez de terminer avec la tarte à la crème sur le principe de précaution, avec une réflexion d'un grand professeur de droit. J'étais récemment à l'université de Paris 2, où les étudiants avaient organisé une journée sur la question de la faute médicale, comme nous le faisons aujourd'hui, et c'était le professeur Terré qui faisait la conclusion de ce séminaire, et cet homme nous dit, mais le principe de précaution, il s'interroge, il dit, mais le principe de précaution, n'est-ce pas avant tout la vertu de la prudence? Voilà, je vais vous laisser sur cette réflexion du professeur Terré. Merci. Merci Olivier. Sylvie, vous vouliez illustrer par des exemples? Merci Olivier, c'était très complet. Je ne peux pas remplacer Monsieur Schrem, mais j'aimerais simplement vous donner un exemple, en ce moment, en tout cas d'un procès en cours, sur les conséquences du principe de précaution
qui a pu être appliquée. C'est en matière de transfusion sanguine. Vous savez que on a un établissement en France qui prélève le sang sur les donneurs de sang et cet établissement revend ce sang à un laboratoire pour fabriquer des produits dérivés du sang. Et ce laboratoire rediffuse dans le public ces produits dérivés du sang. Il s'avère qu'on a eu une donnée qui était qu'un des donneurs de sang a été trouvé quelque temps après porteur de la maladie de Creutzfeldt-Jakob. Alors, il se trouve qu'on n'a pas de certitude sur le fait que la maladie de Creutzfeldt-Jakob puisse se transmettre par le sang. En plus, on ne pouvait pas identifier sur le donneur qu'il était porteur de toute façon de cette maladie, puisqu'on ne peut pas identifier ce virus. On ne peut pas l'identifier, sauf si la personne est morte, puisqu'il faut éventuellement une autopsie pour vérifier que la personne a le Creutzfeldt-Jakob. L'Agence du médicament, sachant qu'un donneur était potentiellement contaminé par le Creutzfeldt-Jakob, a donné l'ordre au laboratoire de retirer tous les lots de produits sanguins du marché. Donc tous les lots de produits sanguins ont été retirés et ça a causé un préjudice économique de 9 millions d'euros. Et le laboratoire est en train de faire une action contre l'établissement qui a prélevé le sang sur le donneur en disant « Je vous demande la réparation du coût du retrait par principe de précaution et je vous demande de me garantir cette indemnisation. » Alors, ce procès est en cours et il n'y a pas de décision encore, mais c'est pour montrer que l'application d'un principe de précaution, là on est sur un risque totalement hypothétique. On n'a aucune certitude de quoi que ce soit, si ce n'est qu'il y a une mesure qui a été prise, qui a engendré un préjudice économique énorme, et on se demande qui va payer pour ça. Et peut-être qu'une action d'ailleurs contre l'agence qui a imposé le retrait alors qu'il n'y avait pas de certitude pourra voir le jour. Mais c'est pour vous montrer la problématique que peut avoir l'application du principe de précaution en matière médicale. Voilà. Bien, Olivier, tu veux conclure cette journée puisque tu as beaucoup travaillé aujourd'hui? Je pense que les conclusions, on les tirera demain, mais ce qui, aujourd'hui, l'actualité en matière de responsabilité médicale, c'est que on voit bien qu'il y a peu à peu une disparition des critères habituels de la faute médicale pour rechercher ce qui est quasiment ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui un principe d'indemnisation. D'ailleurs, la loi du 4 mars 2002 va bien dans ce sens-là. Et on était arrivé il y a de cela un peu plus de 10 ans à une situation où l'indemnisation d'une victime, à la fois d'une faute médicale ou d'un accident médical, se trouvait confrontée à la question de savoir si elle allait être devant un juge administratif, devant un juge civil ou devant un juge pénal. Les indemnisations ne sont pas les mêmes, elles ne sont toujours pas les mêmes en France pour un même fait générateur.
Et néanmoins, la loi du 4 mars 2002, cette loi essentielle qui a créé l'ONIAM, a permis d'avoir une situation beaucoup plus confortable, beaucoup plus égalitaire, a permis d'avoir une démocratie sanitaire beaucoup plus large. Alors il existe encore bien des difficultés, on en a évoqué quelques-unes. Sylvie vous a parlé de jurisprudence qui était contraire entre la jurisprudence administrative et la jurisprudence civile. On connaît encore cela. On connaît encore des problématiques concernant le montant des indemnisations. Il est patent en France que si vous habitez dans le nord ou vous habitez dans le sud de la France,